Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vais vous reparler du conflit au Moyen-Orient, malgré que ce soit un sujet très sensible, très délicat. C'est ce que je disais d'ailleurs dans ma première vidéo à ce propos, qui a suivi donc les événements du 7 octobre, que je vous invite à aller voir si vous ne la connaissez pas. Et j'aime bien ce que dit ce youtubeur par rapport au danger d'aborder ce sujet. Écoutez. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que pour les youtubeurs ou analystes sur YouTube, de parler d'Israël, c'est toujours traverser un champ de mine. Donc, à chaque fois qu'on parle de ce sujet, non, je suis Oui, sérieux, mais de je parler de sais, oh l'Ukraine, bah, ça bien va. sûr. Parler de ce conflit, dès qu'on mentionne le mot Israël dans la vidéo, on a des problèmes de monétisation. Donc, on voit qu'il y a quelque chose. Maintenant, pour cette crise, il faut rappeler que les Israéliens, ça fait 10 ans maintenant qu'ils font cette guerre entre deux guerres en bombardant les installations iraniennes en Syrie. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que les Israéliens bombardent continuellement des cibles en Syrie. C'est pas nouveau. Donc, mais les Israéliens appellent ça la guerre entre deux guerres. C'est-à-dire des bombardements. On n'en parle pas trop dans les médias, mais on attaque soit des dépôts de munitions, des commandants, des centres d'entraînement. Donc, ça fait longtemps que les Israéliens font ça. On sait qu'il y a des drones qui se baladent au-dessus de régions qui ne sont pas les leurs, le Liban et tout ça. Donc, ça fait longtemps que les Israéliens font ces attaques et les Américains, des fois, les aident, comme l'attaque sur le général Qassem Soleimani il y a quelques années. Par contre, ce qui est important pour cette nuit-là, c'est que c'est la première fois que l'Iran a lancé des missiles sur Israël. Alexandre Robert a une chaîne internet qui s'appelle History Legend, et c'est un des meilleurs analystes du conflit russo-ukrainien. Donc, si vous voulez suivre les détails, je vous invite à aller le voir, mais ce n'est pas le sujet ici. Son avis, a priori, est donc intéressant sur le conflit au Moyen-Orient, et il soulève ici un point crucial. C'est effectivement la première fois que l'Iran attaque directement Israël. Alors que, en réalité, ils sont en conflit depuis des dizaines d'années, et comme il l'a souligné, et ce qui est nié par personne, c'est que Israël attaque régulièrement des intérêts iraniens à l'étranger, en particulier en Syrie. Alors, est-ce que c'est le début d'une escalade? Et est-ce que Israël gagne? Est-ce que l'Iran gagne? Est-ce que c'est en balle au centre? Eh bien, j'ai écouté beaucoup d'analyses, je vais vous montrer plusieurs intervenants différents pour que vous ayez plusieurs points de vue, mais je pense que ce que j'ai entendu de mieux jusqu'ici est l'interview d'Alain Juillet sur République souveraine, donc avec Georges Kuzmanovic, en espérant que c'est la bonne prononciation. Je vous invite évidemment à aller voir l'interview en entier, mais j'ai ici sélectionné la partie la plus importante sur laquelle je voulais rebondir. Regardez ce qui se passe avec l'Iran aujourd'hui. C'est effarant de voir que tout le monde est en train de dire l'Iran c'est nul ce qu'ils ont fait, c'est nul. Alors l'Israël c'est une grande victoire pour Israël. Non. Non, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que sur les moyens, vous savez, qui ont été utilisés pour abattre les 300 drones, missiles et autres qui ont été envoyés, hein, il y a 45%, 46% c'est les Israéliens, 44% c'est les Américains, et le reste, hein, c'est les Français, les Anglais et les Jordaniens. Donc ça veut dire que si jamais Israël s'était retrouvée toute seule face aux 300 missiles, il y aurait eu un phénomène de saturation du dôme de fer qu'est là, et à ce moment-là, il y aurait eu plus de cibles touchées. Donc ça, pour moi, rien que ça pose un vrai problème. Personne n'en parle. Personne n'en parle parce que ça gêne tout le monde. Parce qu'en définitive, ce que les gens ne veulent pas voir, c'est que l'attaque iranienne sur Israël, c'est la première fois depuis 20 ans que les Israéliens règlent leur compte partout sans être attaqués par quiconque. C'est la première fois qu'on leur dit maintenant ça suffit. Vous avez tapé sur un consulat, vous avez tué 10 personnes, dont des hauts gradés iraniens. Maintenant c'est fini, la prochaine fois que vous referez ça, eh ben, vous prendrez des bombes sur la figure. Et ils l'ont montré d'ailleurs en tirant sur la base aérienne qui est dans le Negev, hein, ce qui veut dire pour tous les professionnels qu'ils auraient parfaitement pu tirer sur la centrale nucléaire de Dimona. De Dimona, oui, bien sûr.
Et là, c'est très intéressant parce que les Iraniens, et c'est pas étonnant de leur part, ils ont fait une action qui est très calibrée en définitive. Totalement calibrée. Elle est calculée exactement. Ils ont prévenu les Américains. C'est pour ça que Biden était très sûr de lui en disant les Iraniens vont attaquer. Évidemment, ils avaient été prévenus par les Iraniens, qui avaient bien dit on fait qu'un coup, on tire qu'une fois, et on ne fera pas, on fera le minimum de blessés et de victimes. On veut pas faire de victimes. On veut simplement montrer que ça suffit. Il faut pas continuer. Et ben là, c'est un succès total. Son analyse est différente de ce qu'on trouve dans les grands médias, ça, vous vous en doutiez. Et on va comparer ici avec celle de Caroline Galacteros. Vous vous souvenez sans doute que j'aime beaucoup ses analyses sur le conflit russo-ukrainien, la meilleure pour moi avec Jacques Beau. Et elle a quasiment la même analyse sur certains points, mais il y a des nuances sur lesquelles je voulais revenir parce que ça a tout à fait son importance. Voici. Ce qui est clair, c'est que Téhéran ne pouvait pas laisser continuer à laisser ces généraux se faire assassiner comme ça dans la région régulièrement sans réagir. Donc, ils ont fait dans leur esprit, à mon avis, ce qui s'apparente à une riposte symétrique. Ils ont appelé cette opération True Promise. Bon, ça a été mal traduit, bien sûr. Moi, je pense qu'on peut le traduire par promesse claire, promesse véritable, promesse sans équivoque, voilà. Ils ont lancé, à ma connaissance, 195 drones, mais de très loin, de 1600 km. Et puis, c'était des drones assez lents, 200 km/h, et plus de 100 missiles de tous les côtés, pour provoquer de la confusion et de la panique. Alors, après, il y a une grande controverse, une grande polémique, c'est qu'évidemment, toutes les défenses aériennes, bien sûr israéliennes, si vous voulez, toutes les couches de défense israéliennes ont été utilisées, mais évidemment, tous les systèmes de défense des alliés d'Israël, les Patriotes, les TAS, les Arrows, enfin, tout a été utilisé pour empêcher les résultats de cette attaque. Les Israéliens expliquent que tout a été arrêté à 99%. Les experts qu'on peut écouter ou lire, eux, sont plutôt entre 70 et 90%. Ce qui est sûr, c'est qu'à travers ce nuage, mais qui visait à montrer cette capacité éventuelle de saturation, parce que là, c'est pas énorme, c'est rien. Quand on pense, 200 drones, c'est quand même pas grand-chose. Les Iraniens fabriquent des drones Shahed à l'appel. Donc ça peut être bien pire que ça. Donc il y a une capacité de saturation potentielle. Là, c'est un avant-goût qui a été donné. Mais en tout cas, à travers tout ce nuage qui a été donc globalement très largement arrêté par les diverses défenses proprement israéliennes et celles de leurs alliés américains, anglais, français, jordaniens, il y a quand même 7 puis 2 missiles ont frappé clairement 3 objectifs qui étaient des objectifs militaires iraniens, qui étaient les 2 bases aériennes de Nevatim et de Ramon dans le désert du Negev, qui sont les bases d'où étaient partis les F-35 qui ont lancé les missiles sur le consulat iranien de Damas. Donc, claire représailles, très, très ciblée. Et puis, aussi la base top secrète sur les hauteurs du Golan, du Mount Hermon, la base secrète du renseignement israélien aérien, qui est la base de Jabal al-Sheikh. Et c'est là qu'aurait été planifiée cette attaque du 1er avril contre le consulat iranien. Bref, on voit que, malgré tout, des cibles militaires, et les Israéliens le savent bien, ont été atteintes. Ça a été corroboré par les satellites, par des photos, donc c'est pas juste des prétentions iraniennes.
On a vu qu'il y avait une très très haute vélocité, une très forte vitesse à l'impact de ces missiles. Les Iraniens disent qu'ils sont hypersoniques, d'autres disent qu'ils n'étaient que balistiques. Bon, bref. En tout cas, donc s'ils sont hypersoniques, ça pourrait être des FAT-2 à propulsion liquide, qui sont des missiles assez récents lancés l'année dernière par les Iraniens, en tout cas publiquement. Voilà, donc il y a une question sur finalement, est-ce qu'Israël a pu tout arrêter? Non. Maintenant, la nature de l'attaque, elle, est intéressante à analyser un peu plus avant. En tout cas, les alliés d'Israël et Israël expliquent que c'est une humiliation iranienne parce que tout a été arrêté. Je ne le pense pas, je ne crois pas du tout. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'enseignements qui peuvent être tirés de cette attaque. La première, c'est que c'est la fin d'un double tabou. Le premier tabou, c'est évidemment la sécurité du territoire israélien lui-même, puisque l'attaque a été une attaque directe, quelque chose qui n'était jamais arrivé de la part de l'Iran, attaquer Israël sur son sol, pas ailleurs. Et deuxième tabou qui saute, c'est l'invincibilité de Tsahal, puisque là, il est clair qu'Israël n'aurait pas pu se défendre sans ses alliés. Donc elle ne peut pas se défendre seule. Elle ne peut pas se défendre seule. Et d'ailleurs, cette interception a coûté très cher. C'était un peu comme écraser des puces avec des marteaux, si vous voulez. Ça a coûté 1,3 milliard, je crois, c'est évalué à environ 1,3 milliard, alors que les Iraniens, eux, ils ont lancé des drones qui valent rien, qui valent quelques milliers de dollars. D'ailleurs, les États-Unis viennent de demander une rallonge de 2 milliards de dollars pour refaire leur stock au Moyen-Orient. Et puis ils en profitent aussi d'ailleurs, by the way, pour retarder leur départ d'Irak au prétexte de la lutte contre ISIS. Bon, en tout cas, si des attaques de ce type devaient se répéter, s'il y avait plusieurs vagues, avec plus de drones, avec plus de missiles, on se rend compte que le système de protection de l'État d'Israël n'est pas infaillible et ne pourrait pas forcément tenir. D'autant que les stocks américains, même s'il va y avoir sans doute une rallonge, ne sont pas extensibles à l'infini. Les États-Unis ont eux-mêmes d'autres préoccupations, d'autres fronts, d'autres projets, et de toute façon, ils ne souhaitent pas être entraînés dans cette guerre, je vous en parlerai un peu plus après. Donc voilà, ça c'est un point très important. Ensuite, cette attaque a été une manière, d'ailleurs c'est lié, pour les Iraniens de voir précisément comment fonctionnait, comment réagissait le système. Sa vidéo vaut vraiment la peine et d'ailleurs je vous conseille de vous inscrire sur sa chaîne Paix et Guerre. Et elle soulève plusieurs problèmes ici qui sont très importants. Tout d'abord, les coûts. La disproportion est considérable. On parle d'environ 80 millions d'investissements pour cette attaque iranienne et plus d'1,3 milliard pour la défense d'Israël. Évidemment, ce n'est pas tenable à long terme. D'ailleurs, si vous regardez le problème au Yémen, dans Mer Rouge, c'est la même chose. C'est que même si l'armée américaine et les Occidentaux sont beaucoup plus forts militairement, pour défendre le passage des bateaux, il faut dépenser des millions pour abattre un drone yéménite qui lui-même coûte 10 000, 20 000, 30 000 dollars, pas plus. Et donc cette disproportion n'est pas tenable à long terme. Donc ça fait une véritable déstabilisation. Ensuite, concernant le petit succès de l'attaque, c'est-à-dire que même s'il y a des discussions sur le nombre de missiles qui sont vraiment passés, on sait que ce n'est pas zéro. Les Israéliens ont reconnu d'ailleurs des impacts sur leur base militaire. Alors, il y a un petit désaccord entre ce que dit Alain Juillet et ce que dit Caroline Galacteros. Est-ce que les bases ont été choisies parce que c'est de là que sont partis les avions qui ont fait l'attaque sur Damas? Est-ce que c'est une menace directe sur une centrale nucléaire? Ou bien, est-ce que c'est une façon de dire, attention, si on avait eu des têtes nucléaires, eh bien on aurait pu vous raser. Parce qu'il suffit que quelques missiles passent sur des centaines, et à ce moment-là,
les explosions nucléaires, elles détruisent en petits pays. Donc, on peut se poser la question, mais la réponse est peut-être un peu les trois. Pour moi, ce n'est pas une nuance très importante. Il y a aussi un point à souligner, c'est ce qu'elle dit ici sur la fin, c'est une façon de voir comment réagit le système de défense. Pour une éventuelle prochaine attaque, ce sont évidemment des informations précieuses. Ceci est toutefois valable dans les deux sens. Les Israéliens ont pu tester les missiles et les drones iraniens. Sauf que les Occidentaux ont utilisé leur technologie de pointe, et les Iraniens, eux, au moins en ce qui concerne les drones, n'ont utilisé que du matériel, on va dire, de seconde catégorie. Donc, quand Alain Juillet dit que cette attaque iranienne est un succès total, je ne sais pas si c'est total, mais il y a certainement quelque chose de positif pour eux. On va maintenant écouter deux personnes qui ont fait parfois des analyses fabuleuses, que j'ai souvent reprises dans des vidéos précédentes, soit sur le conflit Moyen-Orient, soit sur le conflit russo-ukrainien, mais qui récemment ont aussi fait des analyses que j'estime fausses. Je ne vais pas ici débunker certaines de leurs analyses, mais je préfère souligner mon désaccord avec certaines prises de position de l'un comme de l'autre. Tocsin les a réunis, et eux-mêmes sont en désaccord, Pierre Conessa étant plutôt pro-iranien dans son attitude, même s'il s'en défend, et Alexandre Delval étant plutôt pro-israélien, même si il prétend également tenter d'être neutre. Ça s'entend clairement dans leurs propos, et ils ne se cachent pas d'avoir des désaccords, tout en se respectant en tant qu'analystes de haut niveau. Je vous laisse écouter, et puis on va voir si on peut tirer des conclusions de leur échange, de la partie de leur échange que j'ai choisi de vous montrer, mais comme pour les autres vidéos, je vous invite à aller voir l'ensemble de la discussion sur Tocsin et de façon générale de suivre cette chaîne alternative qui complète d'autres que vous connaissez certainement comme TV Liberté, Radio Courtoisie, etc. Voici donc Pierre Conessa et Alexandre Delval. Oui, il faut prendre effectivement le fil chronologique des événements, c'est-à-dire que d'abord le cadre général d'Israël à l'égard des Palestiniens. Il y a évidemment cette répression brutale, extrêmement brutale, on doit être à 30 000 morts si vous voulez, à Gaza, mais il y a en même temps le poursuite de la colonisation en Cisjordanie. Et cette colonisation en Cisjordanie porte directement atteinte à la partie qu'on croyait être fiable, si vous voulez, de l'État palestinien. Bon. Et donc on a en fait un extrémisme israélien qui va se heurter à un extrémisme gazaoui, le Hamas, et puis évidemment avec un vieux compagnon de route qui lui est l'extrémisme institutionnalisé, qui est l'Iran. Et donc c'est face à ces trois extrémismes-là qu'il faut se positionner. Il n'y en a pas un qui est plus défendable que l'autre. Ce sont des juifs intégristes qui créent des colonies sauvages en Cisjordanie et en plus ils les font protéger par l'armée israélienne. Bon, imaginez une minute qu'on décide que toutes les personnes qui s'installent en France ont droit à des routes protégées par une armée étrangère. Donc on est face à des choses où on oublie, on oublie la réalité des faits. Et effectivement, si Netanyahou a décidé d'internationaliser le conflit à Gaza, c'est parce que justement, il sentait qu'il y avait des résistants dans l'opinion. Donc le meilleur moyen de refaire les rangs derrière vous, c'est de déclencher une guerre. Oui. Alors, Alexandre Delval, d'abord, est-ce que vous avez peut-être sûrement des choses à dire par rapport à ce que vient de dire Pierre Conessa ? Oui, bon, je pense qu'on n'a pas exactement la même position sur Israël, mais je préfère voir ce qui nous unit, car on s'estime plutôt que ce qui nous divise. Là où je suis d'accord, c'est que il y avait une volonté d'Israël de susciter une riposte iranienne, pour une raison très simple. L'Iran est un pays du seuil. Il est à plus de 60% d'enrichissement de l'uranium. Il en faut 90 pour avoir la bombe nucléaire. Certains disent qu'il est même déjà à 80 et quelques, etc. Donc Israël va devoir frapper l'Iran assez bientôt. En tout cas, c'est ce que veulent les proches de Netanyahou et Netanyahou lui-même. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Pour le faire, ils ont besoin de l'appui occidental et américain. Oui. On a bien vu quand il y a eu la riposte iranienne, ils ont eu besoin des systèmes antimissiles européens et américains. Les trois systèmes antimissiles israéliens n'ont pas suffi. Et comment je suscite la solidarité de l'Amérique qui, pour l'instant, ne veut pas m'aider à frapper le régime iranien? Eh bien, en le provoquant, en le mettant dans une situation, comme on dit aux échecs, de zugzwang. C'est-à-dire, il est obligé de jouer un coup qui va être ensuite entraîner quelque chose de fatal.
C'est mon article de Valeurs Actuelles il y a 3 jours. Et donc, l'Iran étant quand même le pays qui a inventé les échecs, n'est pas tombé dans le panneau en ne faisant pas une riposte trop radicale, extrêmement mesurée, juste de quoi saturer pour juste montrer de quoi il est capable, mais sans faire de victimes. Ça a été calibré de manière extrêmement précise pour justement ne pas tomber dans la situation où l'Iran ferait des dommages sur le territoire israélien, en utilisant en plus, par exemple, simultanément 3 fronts, les Houthis, le djihad islamique, le Hezbollah. L'Iran peut faire des dommages beaucoup plus gros sur la société civile israélienne. Et là, ça entraînerait les Américains dans une guerre contre l'Iran. Donc l'Iran ne veut surtout pas tomber dans le piège de la guerre. Et c'est pour ça que finalement, il y a un dialogue stratégique entre les deux. Et aucun veut tomber dans le piège de l'autre. De l'escalade. D'où le calibrage qui a beaucoup surpris certains. C'est très intéressant à suivre pour ceux qui aiment les échecs et la stratégie, la façon intelligente dont chacun riposte. Alors, il y a des extrêmes des deux côtés. On a l'impression que c'est complètement hystérique. Et en réalité, derrière l'hystérie des faucons des deux, eh bien, on a quelque chose de très raisonnable dans le calibrage des réactions à cause de cela, justement. Mais effectivement, les Israéliens espéraient une riposte qu'ils ont suscité pour faire tomber dans un piège le régime iranien. Oui, parce que c'est ça, la riposte qu'ils ont suscitée, là tout de même, on peut dire qu'ils ont franchi une ligne rouge en attaquant un bâtiment diplomatique. Alors apparemment, selon pas mal d'informations, ce n'est pas sûr que ça soit vraiment un bâtiment du consulat. Ce serait un bâtiment utilisé, mais qui ne serait pas territoire consulaire. À vérifier, mais apparemment, ça commence à être démenti. C'était un bâtiment annexe qui n'était pas rattaché ni à l'ambassade ni au consulat. Mais admettons, si on se met du point de vue iranien, c'est tout à fait inacceptable. Mais si on se met du point de vue israélien, les Israéliens disent l'argument suivant. On s'est retiré du Liban Sud depuis très longtemps. Et pourtant, l'ennemi nous attaque. Ensuite, il y a eu la guerre des 33 jours en 2006. Et l'ONU a décidé qu'il fallait que le Hezbollah se retire à plus de 30 kilomètres. Or, cette résolution, qui était la résolution de paix après la guerre des 33 jours en 2006, n'a pas été respectée par le Hezbollah, qui continue à tirer sur nous, étant ravitaillé par l'Iran. Donc, on frappe celui qui nous frappe, et y compris le commanditaire de celui qui nous frappe, puisque le Hezbollah est en partie, pas seulement parce qu'il a un agenda propre, il est en partie aussi un proxy de l'Iran. Du point de vue de l'Iran, bien entendu, il fallait riposter pour ne pas être complètement discrédité. Donc, si on fait de la géopolitique, on se met dans la peau des deux, et ça ne pouvait pas être autrement. Mais le calibrage est très intelligent. Ça montre bien que les deux sont en dialogue stratégique pour l'instant. Oui, et bien sûr, Pierre Conessa, je vais vous redonner la parole, mais rajouter que Téhéran a considéré, a précisé que pour eux, l'affaire était close après la riposte du 13 avril, les 150 drones tirés. Ils ont précisé, ils ont dit l'affaire pour nous est close. Et puis alors, il y a eu ensuite la réponse israélienne le 19 avril. Et là, de nouveau, intéressant dans ce que vous expliquiez, Alexandre Delval, sur ce jeu d'échecs, on peut dire, le porte-parole de la diplomatie iranienne expliquait que ce qui s'est passé cette nuit, donc la nuit d'une nouvelle salve de drones israélienne. Ce qui s'est passé la nuit dernière n'était pas une attaque selon eux, pas une attaque étrangère en tout cas. Et précisant derrière, il s'agissait de 2 ou 3 drones quadrirotors comme les jouets avec lesquels les enfants jouent en Iran. Donc là, c'est vraiment une façon de relativiser ou aussi de se moquer un petit peu, mais en tout cas de relativiser pour ne surtout pas monter dans cette escalade. Donc on voit que c'est un... Ils sont obligés. Ils sont obligés parce que s'ils reconnaissent qu'Israël a frappé le territoire iranien, la rhétorique, il faut voir que la rhétorique du régime iranien est obsessionnellement anti-sioniste, anti-juive et anti-israélienne. Et c'est existentiel depuis Khomeini. Et donc, ils sont obligés de minimiser parce que sinon, ils sont obligés encore de riposter. Et là, ils risqueront plus de tomber dans le piège que leur tendent les Israéliens. Donc, comme l'Iran n'a aucun intérêt à une guerre régionale qu'elle perdrait aujourd'hui, le fait de minimiser, c'est vrai que c'était pas énorme la riposte. Oui. Non, mais c'est intéressant. Mais elle avait un message précis quand même. Le message passé par le gouvernement est intéressant, en effet. Il y a eu quand même la destruction d'un radar en Syrie et il y a eu quand même des drones qui ont pu frapper, même s'il n'y a pas eu de dégâts, une ville
où il y a les principales installations nucléaires qu'il faudrait un jour détruire. Le message était très clair. Nous frapperons Ispahan la prochaine fois. Oui. C'est un message qui a pour but de dissuader, mais les Iraniens avaient intérêt à nier l'origine israélienne ou à minimiser ou à le ridiculiser. Comme ça, Ouais. ils n'ont pas l'air ridicules eux-mêmes en ne En ripostant ne ripostant pas. On a bien compris. Pierre connaît ça. D'abord, la frappe sur ce bâtiment en Syrie. Mais peu importe que ce soit un bâtiment diplomatique ou pas. Il y a eu 2 généraux des gardiens de la Révolution qui ont été tués. Il y a eu 16 personnes qui ont été tuées. Je veux dire, on ne peut pas négliger le fait qu'il n'y a eu aucun mort du côté de la rétorsion israélienne et qu'il y a eu 16 morts, notamment à Damas. Donc, il faut à chaque fois faire attention à la position de l'autre, si vous voulez. Parce que si on prend fait et cause pour l'un, effectivement, c'est toujours la guerre préventive ou la guerre juste. Bon. Leur discussion est intéressante et on peut se poser des questions sur leur désaccord, mais il y a des points sur lesquels tous les analystes se rejoignent. C'est que Netanyahou a besoin d'internationaliser le conflit dans l'intérêt de sa manière de voir les choses par rapport à Gaza et aux pays voisins, et aussi, et c'est important de le souligner, par rapport à ses situations personnelles, puisque, rappelons-le, il est protégé par l'immunité de son poste de Premier ministre, mais il est poursuivi pour corruption et il est à peu près certain que dès qu'il perdra son poste, il ira en prison. Donc évidemment, ça influence certainement ses décisions. Il est aussi important de souligner que Israël ne peut pas s'en sortir tout seul militairement contre l'Iran et d'autres pays voisins qui sont potentiellement ennemis. Et donc, les manœuvres politiques pour attirer les États-Unis dans le conflit sont évidemment inévitables. On comprend donc qu'il y a une grande complexité et que la vision simpliste que l'on présente dans les médias de grand chemin, comme quoi le grand méchant Iran attaque le gentil Israël, n'est évidemment pas la réalité. Maintenant, attention. Essayez de regarder la complexité du sujet pour comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas soutenir la politique de l'un ou de l'autre. Comme ça a été dit, dès qu'on soutient un camp ou un autre, eh bien, on a tendance à tordre les faits pour les faire correspondre à notre narratif. Je l'avais dit dans la première vidéo sur le sujet, c'est pas tout à fait le même sujet, mais le conflit, on va dire, du Proche et du Moyen-Orient. Il faut éviter de trop prendre parti pour un camp ou un autre, d'autant plus que ça peut créer des conflits à l'extérieur, c'est-à-dire, par exemple, au sein de vos organisations, de votre association, de votre entreprise, etc. Des conflits qui ne servent à rien, qui n'aideront personne. Ici, quand on veut relativiser l'agressivité de l'Iran parce qu'elle est exagérée dans nos médias, puisque nos médias considèrent que c'est l'ennemi, comme on a vu avec la Russie et l'Ukraine, eh bien, ça ne veut absolument pas dire qu'on soutient le régime des mollahs iraniens, et encore moins qu'on soutient leur politique intérieure, donc l'application de la charia, etc. Ce n'est pas le sujet. Et ce n'est pas parce qu'on déteste un régime politique que l'on doit nier la réalité de ses relations avec les pays voisins. Enfin, quand on regarde le titre de la vidéo de Tocsin, ou qu'on écoute d'autres parties que je n'ai pas reprises ici, les deux intervenants, Alexandre Delval et Pierre Conessa, critiquent très fortement les compétences de nos élites des gouvernements occidentaux. Et je voudrais rappeler quelque chose que j'ai dit pendant la crise du Covid, c'est que c'est une erreur, c'est rendre service à nos élites de les traiter d'incompétentes. Parce qu'elles savent très bien ce qu'elles font, et elles savent pourquoi elles le font. Et on peut penser que ce sont des gens qui ne sont pas si intelligents, la définition d'intelligence étant très discutable, comme je le dis dans mon livre qui vient de sortir sur l'intelligence des oiseaux. Mais elles sont malines. Malines, ça ne veut pas dire intelligentes. Pour arriver à leur fin, elles sont capables de feindre la compétence. C'est ce qui s'est passé pendant la crise Covid et, à mon avis, dans ces crises géopolitiques. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises, qui sont des mauvaises décisions, mais non pas par incompétence, mais parce qu'elles cherchent un résultat qui est différent de ce que vous pensez qu'elles cherchent.
Et ça, c'est vraiment très important. Le plus frappant, c'est évidemment en France, avec Macron, puisque Macron a en agenda un objectif de moins en moins caché, qui est de détruire la France, mais pas détruire la France dans le sens d'y balancer une bombe et de tuer les gens, de détruire la nation en tant que telle, pour que le peuple et les infrastructures, tout comme le territoire, deviennent partie d'un ensemble plus grand, en l'occurrence l'Union européenne. Et donc, il y a des tas de décisions qui sont prises, notamment par rapport à l'immigration, qui vont dans ce sens. Parce que pour que le peuple n'accepte pas, résiste à ces plans assez machiavéliques, je dois dire, il faut qu'il y ait une sorte d'unité dans le peuple. Donc, en mélangeant des peuples, on connaît tous la phrase « diviser pour mieux régner », eh bien, Macron parvient à manipuler plus efficacement les Français pour obtenir les résultats recherchés. Recherchés par lui et pas par les Français, évidemment. Et je pense que dans la politique internationale, les déclarations folles de Macron, par exemple, sur l'Ukraine, l'envie d'envoyer des soldats, etc., certaines rumeurs disent que les soldats sont d'ailleurs déjà arrivés, ça n'a pas comme objectif de protéger la France et de grandir la France sur le plan international, c'est exactement le contraire, et il le fait volontairement. Et je pense que c'est quelque chose que les médias alternatifs ne soulignent pas assez, donc je voulais le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo apportera quelque chose de positif à votre compréhension de la situation. On est très loin d'une résolution du conflit parce que, malheureusement, il y a des gens qui veulent la guerre parce que ça les arrange, y compris des gens qui sont au pouvoir, y compris dans notre camp, je dirais le camp occidental. Il y a des gens qui ont intérêt à la guerre, malheureusement. Voilà, je vous dis à bientôt et merci d'avoir écouté jusqu'au bout.